Peter Pan, ce petit garçon qu'on connaît tous, un garçon qui vit dans un monde imaginaire appelé sous un autre nom Neverland, c'est aussi un garçon qui a un syndrome qui touche des milliers de personnes dans le monde, même des personnalités très connues, celui de vouloir jamais grandir. Peter Pan, c'est aussi un dessin animé, des vingtaines de films et de remakes de toutes sortes et de tout genre. C'est aussi un conte de fées qui fait rêver de nombreuses personnes, autant les enfants que des adultes, qui rêvent encore d'aller dans un monde où on fuirait la dure réalité des choses. Mais c'est surtout une histoire macabre, créée par un seul homme nommé James Matthew Barrie, qui derrière cette histoire se cache un passé très sombre, une histoire où un seul garçon égoïste a décidé de créer un monde nommé Neverland, soit un pays où l'on ne revient jamais. Oublie-les, Wendy, tout ce qu'ils sont. Je t'emmène là où tu n'auras jamais plus à t'occuper des choses des grandes personnes. Alors James Matthew Barrie, c'est qui? C'est un écrivain écossais qui naît dans les années 1860. Il est le 9e enfant d'une longue lignée avec 9 autres frères et sœurs. Il grandit tranquillement dans une famille modeste avec son père et sa mère, sauf qu'avec sa mère, il y a un truc en plus. La mère de James était quelqu'un de très important pour lui, non pas parce qu'elle était son idole à ses yeux, mais parce qu'elle était très intelligente. C'était une femme très forte et indépendante, mais ce n'est pas tout. C'est elle qui lui donnera le goût de la lecture et de l'écriture. C'est même elle qui lui lisait toutes sortes d'histoires chaque soir avant d'aller dormir. Il admirait énormément sa mère, c'était vraiment tout pour lui. Sauf que sa mère, elle avait déjà un fils chéri dans son cœur. Et ce n'était pas James, c'était son frère David Barrie, âgé de 7 ans de plus que lui. C'était le petit chouchou préféré de sa mère depuis sa naissance. David, c'était un petit garçon très heureux, qui avait une grande joie de vivre, et il avait une grande passion, le patin à glace. Il en pratiquait très souvent, c'était pour lui un moyen de sortir et s'amuser pas trop loin, sans trop inquiéter ses parents. Sauf qu'un jour, David, il a voulu aller faire du patin à glace, comme à son habitude, et il n'est jamais revenu. Il est mort ce jour-là d'un accident de patin. Il s'est cogné contre un autre patineur et s'est éclaté la tête sur la glace. C'est là que tout a commencé. À ce moment-là, ça a été un terrible drame pour toute sa famille. Tout le monde a dû souffrir de sa perte, mais ça a été beaucoup plus dur à surmonter pour sa mère, qui avait un très gros attachement envers son fils. Sa mère, après avoir su la nouvelle, a été brisée au fond d'elle-même, à tel point qu'elle est devenue complètement vide, un visage impassible durant toute sa vie. Elle avait perdu tout ce qu'elle était devenue. James, malgré son si jeune âge, a tout de suite compris qu'il ne reverrait plus sa mère, telle qu'il l'a connue, et a donc décidé de tout faire pour l'aider. Il a développé un syndrome du sauveur, il a réfléchi et il a décidé d'endosser un rôle très lourd à porter sur ses 6 petites épaules, celui de devenir son frère. Il chercha des idées de toutes sortes pour consoler sa mère, mais rien n'y faisait, alors il est passé à l'étape supérieure. Une idée vraiment glauque. Un beau jour, il s'est levé et a décidé de reprendre les habits de son frère mort. Mais il n'a pas fait que ça, il s'est mis totalement dans sa peau. Il a commencé à imiter sa voix, ses gestes et même son rire, et tout ça devant sa mère, en espérant que ça marche. Leur relation commençait réellement à devenir malsaine. Ça a tellement été dans un délire que même les médecins de l'époque ont constaté que James ne grandissait plus. Sa croissance était figée, comme si elle était figée dans le temps, comme si James était bloqué dans un corps d'enfant. Mais ça ne serait pas le sien, ça serait celui de son frère David. Durant toute sa vie, James a voulu aider sa mère à oublier son fils perdu, à tel point qu'il en écrira une histoire pour se libérer de ce poids et de nier la réalité des choses, celle de Peter Pan. Peter Pan serait lui aussi un méchant Disney. Le monde merveilleux tel qu'on le connaît n'est pas si merveilleux que ça. Dans la version originale de Peter Pan et Wendy écrit par James, Peter est un garçon encore plus égoïste et capricieux. C'est le même Peter qu'on connaît avec des délires encore plus sadiques. Il récupérait les enfants morts tombés du berceau ou abandonnés pour les envoyer à Neverland. Et là, c'est moins drôle. Il est tellement sadique, tyrannique et ne comprendrait pas le mot non parce que personne n'aurait le droit de lui refuser quoi que ce soit. Il déteste tellement les adultes qui s'amuseraient à les tuer en respirant très fort car il y avait une rumeur comme quoi si on respirait fort, un adulte meurt, ce qui amusera bien Peter. Il tuera aussi les enfants perdus qui grandiraient trop vite. Mais ce n'est pas tout, Neverland ne serait pas une super île imaginaire comme on le voit. Les pirates seraient encore plus méchants, ce seraient de vrais pirates, les sirènes de vraies pestes tueuses comme on le voit dans les vrais contes de fées, à te faire une belle chanson et après t'emmener te noyer sous l'océan. Pareil pour les fées, de vraies petites chippies, sans compter aussi les animaux sauvages qui veulent ta mort comme en Australie. La mort est omniprésente dans ce Peter Pan, c'est un jeu de survie. On comprend maintenant la souffrance de James derrière cette œuvre, toute la haine qu'il a eue au fond de lui du fait qu'il n'a
pas pu sauver son frère ni sa mère et on voit bien qu'il s'identifie à son personnage Peter Pan. Peter Pan est une part sombre de lui qu'il n'a jamais pu guérir. Si on suit la véritable histoire de Peter Pan et qu'on compare avec le film Disney, on peut voir quand même des similitudes. Quand on y réfléchit, même dans le Disney, c'est assez glauque. Dès le début du film, Peter va quand même se cacher derrière la fenêtre pour écouter des histoires de jeunes enfants innocents qui sont tranquillement chez eux. Wendy, Michael et John. Il leur demande de venir avec lui dans un endroit dans les étoiles. Il précise même à Wendy dans le live action qu'il va l'emmener dans un endroit où elle pourra s'amuser toute sa vie. C'est clairement du kidnapping. Plus on avance, plus ça empire. Quand ils se mettent à voler direction Neverland, ça ressemble à une idée de quelqu'un qui s'envole pour le paradis, comme s'ils allaient mourir. Il y a même des théories comme quoi Peter les aurait tués et les emmènerait au ciel. Peter serait considéré comme une sorte d'ange venu du ciel, mais ce n'est qu'une théorie. Quand Peter Pan arrive à Neverland, il domine absolument tout. Il est LE chef. Il domine les sirènes, les enfants et tue tous ceux qui ne respectent pas les règles, comme on le voit au moment où un des garçons perdus tue Wendy à cause de clochettes. Il a aucun scrupule à tuer cet enfant perdu. Un enfant de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? Il en ramènera d'autres. Il domine Neverland, comme si c'était le roi de ce pays. Il cherche même à ramener de nouvelles personnes pour son royaume. De base, il est parti chercher Wendy, non pas parce qu'elle est jolie, mais pour qu'elle raconte des histoires. Il cherchait donc d'autres personnes pour faire d'autres choses qui serviraient à Neverland. Il est aussi très têtu. Quand Wendy veut repartir, il fait tout pour qu'elle ne parte pas, quitte à même la faire culpabiliser et tenter de la faire changer d'avis. Il la prend par les sentiments. Il y a aussi quelque chose qui m'a toujours tracassé, c'est qu'à un moment quand Wendy essaye de se rappeler du nom de sa mère, elle n'y arrive pas, ni même ses frères. On pourrait se dire qu'à Neverland, plus tu restes dans ce pays, plus tes souvenirs disparaissent, quitte à oublier ton passé, dont tes parents. Ça voudrait dire que les enfants perdus dans Peter Pan n'ont jamais été orphelins. Peter les a amenés et ils sont restés si longtemps au pays qu'ils en ont oublié leurs parents. Peter avait donc tout prévu. Ce garçon serait tellement capricieux et aurait une si profonde haine des adultes et de grandir qu'il manipulerait tous les enfants pour les faire devenir ses esclaves, qui travailleront pour lui. On comprend donc pourquoi ce pays s'appelle le pays du jamais, où l'on ne revient jamais. Car quand on y rentre, on oublie son passé et qui nous sommes. La morale de cette histoire nous fait comprendre une chose essentielle. Quand on grandit une fois à l'âge adulte, on oublie petit à petit l'enfance, ça devient si lointain que nos souvenirs disparaissent. On se rappelle de quelques moments mais vraiment peu. Et ce pays est fait pour garder notre enfance éternellement. Le capitaine Crochet. Ce personnage où il y a une multitude d'histoires, de théories à son encontre, chacun est fait à sa sauce et à sa manière, mais pour moi, il y en a qu'une de vraie. Crochet est littéralement un ancien enfant perdu. Crochet et son équipage sont les seuls adultes de ce pays. Ce sont aussi les seuls à se rebeller contre Peter. Mais pourquoi? Dans certains films ou d'autres remakes de Peter Pan, Crochet veut se venger de Peter, car c'est lui qui lui a coupé la main. Il veut donc se venger. Mais si ce n'était pas la seule raison, si la véritable raison était que Crochet veut se venger de Peter, non pas parce qu'il lui a coupé sa main, mais parce qu'il a tué ses compagnons. Crochet voudrait arrêter Peter Pan. Pour lui, Peter est un méchant qui fait du mal aux enfants, et lui-même aurait été une victime de Peter. Vu que Peter ne grandit pas, ils peuvent se connaître depuis des années. On revient à l'enfance. Peter recueille Crochet et son équipage, ce sont tous les deux des enfants, ils viennent à Neverland, des rêves plein la tête. Peter et Crochet sont même de bons amis, voire son sous-chef. Crochet admire Peter comme un véritable idole. Il adore tout de lui, sa façon de se comporter, de diriger Neverland, sa puissance, sauf que Peter commence à sombrer. Il tape des enfants perdus, il les tue s'ils grandissent, un jour il attaque même Mouche, un garçon que Crochet adore. Peter perd totalement le nord. Crochet n'est plus en accord avec ses principes, il décide de se rebeller et là, Peter, il n'est pas d'accord. Une guerre entre les deux commence à exploser, Crochet veut devenir le nouveau maître de Neverland, Peter refuse, une bataille entre les deux s'impose, Crochet perd, mais Peter lui laisse une chance. Il lui dit de dégager rapidement, qu'il est exclu de Neverland. Crochet demande alors aux garçons si d'autres veulent l'accompagner pour rentrer chez eux, l'équipage de Crochet se forme, celle qu'on connaît, mais Crochet ne partira pas. Il se cachera dans Neverland pendant de très longues années. Il grandira lui et ses hommes avant de trouver un plan pour combattre Peter. Crochet deviendra alors l'ennemi numéro 1 de Peter Pan. Vous vous êtes déjà posé la question de comment Peter est venu au pays imaginaire? Comment il l'a connu? Est-ce que c'est lui qui est arrivé le premier? Eh bien, j'y réfléchis. J'ai énormément cherché, surtout dans les théories et les contes de fées, et j'ai trouvé la réponse. Je me base pas sur les films, il y en a 1 milliard de versions toutes différentes des unes des autres. Je me base sur une idée qui pourrait correspondre aux films Disney qu'on connaît. Quand on regarde bien Peter Pan, il est différent des autres garçons. Ce n'est pas un humain. Il est magique, c'est un garçon qui vole, mais surtout il a des oreilles de fée. Et qui a des oreilles comme ça?
Clochette. Clochette serait la première personne à être allée à Neverland. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est elle. D'ailleurs, si on regarde bien, Clochette n'obéit qu'à Peter. Elle l'adore, c'est vraiment son petit protégé, à tel point qu'elle est jalouse de Wendy. Je ne sais pas si c'est ses sentiments qui parlent ou bien juste de la possessivité, mais elle déteste les filles trop proches de Peter. Et c'est aussi la seule à lui donner le pouvoir de voler avec la poussière de fée, comme on le voit dans les différents films sur Clochette. Il n'y a que les fées qui en possèdent. Peter est le seul et l'unique à en avoir le droit. Et donc la question que je me pose, c'est pourquoi? Eh bien la réponse est simple. Peter fait partie de la famille des fées. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Après quelques recherches, j'ai découvert plusieurs folklores sur les fées. Comment sont perçues les fées dans différents pays européens? Et je suis tombée sur quelque chose. Un mot qui peut-être vous dira quelque chose si vous êtes croyant et que vous avez un enfant. Ce mot s'appelle le changeling. Alors le changeling, c'est quoi? C'est présent dans quasiment tous les pays européens, chacun y croit à sa manière, de différentes façons, et ça consiste à échanger ton enfant avec celui d'une fée. En Irlande, par exemple, si tu ne fais pas attention à ton bébé qui vient de naître, si tu fais du ménage ou de la cuisine et que tu le laisses sans surveillance, il peut y avoir une fée qui vient kidnapper ton enfant et l'échanger avec un bébé fée. C'est une croyance pour nous faire comprendre que si tu négliges ton bébé, que tu n'es pas assez attentif à ses besoins, on peut te l'enlever. Mais c'est pas tout. Les bébés fées sont réputés pour être vraiment hideux, car les fées en Irlande sont considérées comme des démons, des vraies petites pestes. Et pour savoir si ton bébé avait été échangé, il y avait un moyen de le savoir. Tu pouvais le remarquer grâce à ses oreilles déjà au bout pointu, mais surtout par son caractère. Ce bébé pleure beaucoup plus que les autres, il fera ses premiers pas après les autres, il fera ses dents tardivement. En gros, le bébé échangé te fera vivre un enfer. Mais alors, pourquoi les échangent-elles? Eh bien, les fées ne supportent pas non plus leur propre bébé, et elles adorent les bébés humains pour ça. Ils sont beaux, mignons, en pleine santé et beaucoup moins chiants. Alors elles se précipitent toutes pour les échanger avec un bébé humain. D'ailleurs, dans certains pays, les handicapés sont considérés eux aussi comme des changelings, car ils ne sont pas normaux. Et vous voyez où je veux en venir? Non, Peter serait un enfant changeling. Si on suit le cours de l'histoire, Peter Pan se passerait après les films de la fée Clochette. Supposons qu'à la vallée des fées, Clochette aurait reçu un ordre, celle de devenir une fée qui s'occupera d'échanger des bébés fées dans le monde des humains. Clochette part alors dans le monde des humains à la recherche de bébés humains. Elle aurait entendu un bruit, un bébé qui pleure. C'est Peter. Ses parents ne s'en occupent pas. Clochette l'échange avec un autre bébé. Peter s'en va direction Neverland. Il grandit dans ce pays jusqu'à atteindre un certain âge. Il adore son enfance et il ne veut plus grandir. Alors il réfléchit beaucoup, longuement, et là, il trouve. Peter a l'âme d'un leader, il veut être le chef de Neverland. Il en parle aux fées, les fées lui proposent un pacte, car elles lui font confiance. Peter fait donc un pacte avec les fées. Il aura la jeunesse éternelle, mais en échange, c'est lui qui amènera les enfants humains à Neverland. Peter accepte et devient ce qu'on appelle une demi-fée. Il devient mi-humain, mi-fée. Ça explique beaucoup de choses. Pourquoi Peter n'a pas la taille d'une fée? Il n'est pas minuscule et a la taille d'un jeune garçon. Il peut avoir les pouvoirs d'une fée, celui de voler, mais il peut surtout ramener beaucoup d'enfants, et pas juste avec ses paroles, grâce à son physique. Depuis le début, les fées galèrent pour avoir des bébés humains. Elles sont obligées de se cacher et ne peuvent pas parler le langage des humains. Mais Peter, lui, il peut. Quoi de mieux qu'un jeune garçon mignon avec le sourire qui vient t'aborder à ta fenêtre pour te dire de venir dans un endroit où tu pourras rester un enfant toute ta vie et t'amuser. Tous les humains voudraient, même moi je tomberais dans le piège. Ça a été le meilleur plan construit dans l'histoire des fées et des humains. Une alliance parfaite pour kidnapper des enfants sans que personne ne le voie, à part Peter et les fées.